Merci. Bienvenue à vous, mesdames et messieurs. Vous êtes à Presse Éco. Presse Éco, c'est notre rendez-vous, notre plateau hebdomadaire qui nous permet donc de revenir sur les points qui ont qui ont marqué l'actualité au plan national et international. Aujourd'hui, nous allons donc évoquer un ensemble de sujets avec nos chroniqueurs. D'abord, au niveau national, au premier sujet, nous avons donc la justice, toujours au rendez-vous. Nous allons parler cette fois-ci des dernières sessions donc, du Conseil de discipline du Conseil supérieur de la magistrature qui enregistre, on va dire comme ça, une information importante, c'est la mise en retraite de 2 hauts magistrats. Et puis en seconde position, nous allons toujours revenir encore une fois sur, on va dire, la crise des financiers au niveau du ministère de l'économie et des finances. Une crise avec, on peut dire, on a enregistré une sensible évolution avec la suspension donc du sitting momentanément. Et puis, on va parler aussi de cette affaire donc, de fonds communs qui revient sur, en tout cas, la place publique. Et au troisième sujet, nous allons donc évoquer la conférence de mise à plat du système de rémunération de la fonction publique. Les conférences vont démarrer bientôt, mais sans compter avec les syndicats qui se braquent. Et puis, au plan international, ce sera la Côte d'Ivoire à côté de nous avec cette autre information importante du 3e mandat de Alassane Dramane Ouattara. Du coup, en Côte d'Ivoire, le débat est revenu sur la place publique. On va dire aussi sur la sous-région, au niveau de la sous-région, parce que c'est un débat important. Et puis, donc, pour en parler, je suis avec, autour de cette table-là, Bintou Diallo. Bintou Diallo, consultante associée à Tal Media, c'est une structure d'appui conseil en communication. Merci Bintou d'être sur ce plateau. Et puis à ma gauche, Ali Mamadou Kompaoré, le journaliste à la RTB Télévision Nationale, il est ancien présentateur du journal. Merci Ali d'être sur ce plateau. Et puis André Eugène Ilboudo, directeur de la radio des écoles. Et enfin, quatrième invité, Évariste Konsebo, le chroniqueur média, le directeur de publication du Cercle d'éveil, qui est un journal appartenant à l'association Le Cercle d'éveil, qui est une association de défense des droits de l'homme. Merci Évariste d'être sur ce plateau. Donc ensemble, on va passer en revue ces différents sujets-là. Ce que je peux vous dire déjà, c'est qu'on aura l'occasion donc d'échanger avec le public. Le téléphone sera tout à l'heure affiché sur votre écran. Vous pourrez donc appeler pour vous inscrire et prendre part à ce débat-là. Donc pour commencer, premier sujet, c'est la session du Conseil de discipline du CSM, Conseil supérieur de la magistrature. On va dire que tout part de la commission d'enquête des présumés soupçons en tout cas de corruption dans la magistrature. Il y a eu des résultats qui ont été donnés. On a vu par exemple que les sessions se sont tenues, il y a eu des juges qui ont été révoqués, d'autres ont été rétrogradés. Et dernièrement, on a enregistré par exemple des faits, par exemple le refus de comparaître du magistrat Armand Ouedraogo, qui est procureur général de la Cour de cassation, également de la Haute Cour de justice. Et puis on a vu une correspondante du chef de l'État, Roch-Marc Christian Kaboré, qui s'inquiétait en tout cas de la situation, en tout cas de la façon dont les choses sont menées, donc, parlant des écueils. Et puis il y a eu la dénonciation d'un magistrat, Ibrahim Nana, dans la presse. Avec tout ça ensemble, ce sont des écueils qui ont jeté, on va dire un tant soit peu, un doute sur le travail du Conseil de discipline. Mais avant, la dernière nouvelle, c'est qu'il y a des magistrats qui ont été tout simplement mis à la retraite d'office. Il s'agit donc de la présidente du CSM elle-même, et puis de Armand Ouedraogo, procureur donc de la Cour de cassation. On va rappeler que ces magistrats-là sont épinglés dans l'affaire des mandats de Guillaume Soro. Alors on va donc déjà évoquer ce sujet-là, Évariste Konsebo. Alors le Conseil de discipline a continué de travailler. On a vu qu'il y a eu une interpellation du président du FASO qui a été traduite par la présidente du CSM, qui a donc pris tout simplement, qui a demandé à suspension les activités du conseil de discipline, mais qui a continué malgré tout. Est-ce qu'on peut déjà nous situer un peu par rapport à cette situation-là? Oui, devant en fait la dégradation en fait de la situation, parce que quand vous regardez la chronologie des événements depuis le début, puis la mise en place de cette fameuse commission d'enquête, jusqu'à la tenue donc du conseil de discipline du CSM, tout ne s'est fait que se dégrader. C'était donc des révélations par la presse interposée et d'autres qui accusent d'aucuns de donner, de s'ériger en donneur de leçons. Tout ce climat-là ne faisait pas bien. Et le président, en fait, en tant que garant du processus donc, judiciaire, a voulu recadrer tout cela en interpellant à travers un courrier que d'aucuns d'ailleurs ont vu que c'était mal inspiré parce que d'aucuns ont vu en cela une émission, ce qui n'est pas du tout le cas puisque il y a une jurisprudence qui dit que le conseil de discipline n'est pas une juridiction. Donc le président n'a pas donné des instructions à une juridiction, donc il n'a fait que s'adresser
il a pris position par rapport au fonctionnement d'une structure administrative. Ceci étant donc, de toute façon, on voyait jusqu'où le problème allait aboutir. Hein. Et le pire, si on peut le dire, ce qui devait arriver, arriva. Puisque nous nous souvenons que bien avant, je pense qu'il y a 2 semaines, il y a eu la sortie du juge Armand qui a clairement dit qu'il n'allait pas se présenter. Oui, mais justement, est-ce qu'on peut revenir en fait sur les faits? Parce que le juge Nana a fait une sortie, le juge Armand Ouedraogo, un haut magistrat, a fait une sortie. Justement, la question qui est posée, les grèves qui sont faites au Conseil, j'estime que le Conseil, il y a des personnes qui siègent dans le Conseil. Il y a des membres, par exemple, sur lesquels il y a eu des décisions de récusation, donc qui ont refusé de se récuser. Il y a eu aussi le fait que il y a eu, par exemple, le sursis à exécution du Conseil d'État. Et tout cet ensemble-là fait que le Conseil ne doit plus continuer. Non, globalement, les griefs qui sont reprochés, c'est que la structure elle-même ne respecte pas la loi, la réglementation. Donc, effectivement, vous avez rappelé, il y a beaucoup de sujets sur lesquels, en fait, il y a matière, notamment la question de la récusation des membres, parce qu'il y a des membres qui ont siégé au niveau donc, de la commission d'enquête et qui se retrouvent au niveau donc, de la commission de discipline. Ça fait que vous êtes juge et partie. Or, il y a des principes qui font que si vous faites des enquêtes, vous ne pouvez pas juger l'affaire. Donc ça, c'est clair, c'est des principes intangibles. Il y a aussi la question des sursis à statuer qui a été donc évoquée par le juge Moussa Kaboré, qui était donc cité et qui a donc porté plainte pour demander qu'on annule. Donc, en fait, lui, il voulait annuler le décret qui met en place la commission d'enquête et qu'on tire les conséquences sur tous les actes. Ce à quoi donc le Conseil d'État a donné un sursis à exécuter. Maintenant, le Conseil de discipline a jugé que ça ne lui était pas opposable parce que, bon, des arguments qu'ils ont avancés qui sont toujours discutables. Quand on continue toujours dans la foulée, il y a tout un ensemble de faisceaux qui font que ça donne l'impression que le fonctionnement donc, de cette structure ne garantissait pas en fait son impartialité et ne permettait pas de juger les gens en toute équité. D'accord. Voilà. Alors, André Géniboulou, voilà, c'est une situation qui n'est pas totalement intéressante pour notre justice du point de vue de son crédit. Le chef de l'État, qui est donc de façon constitutionnelle, qui est le garant donc, de l'indépendance du pouvoir judiciaire, s'est inquiété par ce qui se faisait, parce qu'il y a eu quand même des sorties sur la place publique et issu des règles de procédure. Alors, qui fait une lettre qui écrit à la présidente du CSM pour s'inquiéter et demander à ce qu'il y ait un peu plus d'ordre. Et par la suite, le conseil de discipline est passé outre et a même continué de tenir ses sessions. Est-ce que ici le président d'abord avait intérêt ou du moins avait le droit donc de s'ingérer? Bon. Sur cette question, je crois que oui, parce que quand même on lui reconnaît qu'il est le garant de la justice et de la bonne application de la justice. Donc je crois qu'il est dans son rôle constitutionnel. Mais l'analyse que je voudrais faire, c'est que juger les autres est une activité qui n'est pas simplement comme si un acte de naissance. Il faut 2 préalables pour que ton jugement soit paisible et posé. D'abord, non seulement il faut être légal, mais il faut avoir de la légitimité. Or, il se fait que dans notre justice, ceux qui jugent les autres sont connus aussi par les autres. Ça veut dire que vous ne pouvez pas poser un acte où les gens savent que l'acte que vous posez, vous-même, vous n'êtes pas propre et vous n'êtes pas propre. Ça veut dire que ça va amener de la contestation. Regardez dans tous les autres affaires où on juge les gens, où il y a un conseil de discipline. Ça veut dire que ceux qui jugent les autres sont au-dessus de la mêlée. Je vais prendre simplement l'exemple dans une école. Il y a un conseil de discipline, quand les élèves font une faute, on les amène en conseil de discipline et ils sont jugés par les professeurs qui leur donnent une sanction. Mais c'est parce que les élèves reconnaissent en leur professeur une certaine légitimité pour leur dire ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Or, j'ai l'impression, et si vous suivez tous les écrits, les juges s'érigent, ils s'insurgent contre d'autres juges qu'ils estiment ne pas être propres pour les juger eux-mêmes. Ça veut dire qu'ils se connaissent entre eux. Donc, vous pensez, ça va sortir. Et je sais que, pour terminer, je dirais, ce que l'on vit aujourd'hui, c'est quand vous donnez une gifle au bandit en plein milieu du film. C'est en ce moment-là que le vrai film commence. Je crois que maintenant, là, les choses que l'on ne sait pas là vont sortir. Parce que j'imagine... Oui, ça a commencé parce que les gens ne vont pas se taire. Ils se connaissent entre eux. Ils savent qui est propre, qui n'est pas propre, qui peut dire quelque chose. Parce que même à la maison, si vous n'êtes pas modèle, vous ne pouvez pas avoir barre sur vos enfants.
Vous ne pouvez pas le donc, corriger. Donc, à la lutte de tout ça, est-ce que ça voudrait dire que le président du Faso a été simplement désavoué, pardon? Non, vous savez, il a écrit pour s'inquiéter d'une certaine opinion. Mais vous savez, même si ceux qui sont en tort, ceux qui pensent même s'ils savent qu'ils ont des choses qu'on peut leur reprocher, ça dépend de celui qui va me reprocher. Et je crois que là-dessus, de toutes les façons, ce pouvoir-là, ou bien c'était ce pouvoir de la justice-là, il faut bien que ce pouvoir-là fasse le ménage en son sein. Et ça a commencé. Vous ne pouvez pas donner une autorité, vous ne pouvez pas donner du pouvoir aux gens, et les gens continuent comme si de rien n'était. Pour que notre justice là sera crédible peut-être dans 5 à 10 ans. Mais en attendant là, il faut qu'ils balayent la maison et qu'il y a des gens qui vont sanctionner. Maintenant, ceux qui l'ont sanctionné, je dis ça va venir. Est-ce que, parce qu'il y a d'autres questions qui vont se poser, est-ce que le Conseil de la discipline a le pouvoir de mettre des gens à retraite d'office? Il y a beaucoup de questions qui vont se poser. Il faut des décrets pris en Conseil des ministres pour confirmer toutes ces décisions. Alors, Ali, voici une situation qui est là, on en parle toujours. Alors, je voudrais qu'on se pose la question de savoir ces deux sanctions, notamment la mise en retraite d'office. Et on va dire que les deux magistrats, donc les hauts magistrats qui sont Armand Ouedraogo, donc procureur de la Cour de cassation, et aussi de la Cour de justice, et Mme Thérèse Sanou Traoré, qui est aussi la présidente du Conseil supérieur de la magistrature, mais la première présidente donc, de la Cour de cassation a été envoyée tout simplement, renvoyée de la justice et mise en retraite d'office. Est-ce que, au regard de tout ça, est-ce que ces décisions-là sont des décisions, on va dire, elles sont beaucoup dures, elles sont crédibles, ou est-ce qu'il faut quand même se poser quand même des questions? Bon, elles sont dures, elles sont crédibles. Bon, il y a quand même un petit problème. Parce que là, comme pour dire ce que Eugène vient de dire, ce sont des magistrats qui jugent d'autres magistrats. On sait très bien dans les administrations, les petites querelles de leadership, de ceci, cela, et ça peut poser un petit problème. On a vu le juge Armand qui a dit que lui, il ne va pas répondre à la convocation. Bon, on a vu un certain nombre de problèmes au niveau de la justice. Mais ce qui est intéressant dans cette affaire, et sur ce plateau même, nous avons tous plaidé pour la liberté de la justice. Mais quand on a plaidé pour ça, et en ce moment, on avait parlé du président Roch pour dire qu'il devait quand même, par rapport à un certain nombre de choses, laisser la justice libre. Mais ici, je pense que le président a totalement raison de s'en inquiéter sur le fonctionnement. Et comme vous l'avez si bien dit, quand vous campez le sujet, il n'a pas interféré sur un jugement. C'est sur, comment on appelle ça, le fonctionnement d'une institution. Il est quand même le garant de la justice. Oui, il faut rappeler que le Conseil supérieur de la magistrature est organiquement rattaché à la présidence du Faso. Donc le président du Faso qui amène une lettre pour dire attention les gars, il y a un mauvais fonctionnement de la structure, et que les gens font fi de sa lettre. Moi je pense que c'est parce qu'on demande aux juges. Voilà, on demande la liberté pour les juges, mais on ne demande pas de juges liberté. Ça, c'est pas bon pour la justice. Donc c'est pour ça que, parlant des juges Armand et des juges Armand et Mme Sanou, je pense que la décision prise elle est un peu trop hâtive et que nécessairement ça va faire l'objet d'appels, de décrets, de tout cela. Ils sont allés trop fort et que ça aussi, ça ne donne pas beaucoup de crédit à notre justice. Bintou, est-ce que là, au regard de tous ces faits-là, est-ce qu'on va dire que ce qui se passe dans notre justice, et puis c'est quand même au niveau de la crème de notre justice, c'est quand même le Conseil supérieur de la magistrature. Alors, est-ce que ce qui se passe là-bas, c'est une question simplement de conflit de personnes ou alors c'est une activité normale de la justice, c'est comme ça se passe? C'est un débat normal? Pour moi, c'est normal et c'est très bien. Et nous sommes dans l'ère du temps, c'est une étape. Parce que le pouvoir qu'on a donné à la justice, là, ce n'est pas un pouvoir d'impunité, c'est un pouvoir responsable, qui les rend responsables des décisions qu'ils prennent, comment ils font face aux différentes décisions qu'ils doivent prendre au niveau de la justice. Par exemple, les deux cas que vous avez dit. Moi, par principe, je ne combats pas l'injustice en étant injuste. Parce que c'est déjà donner le fouet à l'adversaire pour me fouetter. À leur place, par principe, j'irai répondre. Parce que je me rappelle quand le journaliste... Ils ont été déjà jugés, c'est ceux qui n'ont pas à répondre encore. Quand le journaliste à l'époque, Lukman Sawadogo, a fait attention à ce qui est en train de se faire,
il y a des préalables qu'il faut avoir pour pouvoir avancer. En son temps, ils se sont accordés, ils se sont mis solidaires pour combattre ce journaliste en votre personne. Et aujourd'hui, c'est qui a enclenché, c'est le rien ne sera plus comme avant qui a enclenché. En fait, c'est maintenant que dans les faits qu'on voit ça. Pour moi, c'est très normal et les gens vont suivre. J'ai lu un adage que j'ai trouvé très intéressant dans la presse. Il dit que quand les voleurs ne s'entendent pas sur le partage du butin, c'est le propriétaire qui est content. Donc la population, c'est le peuple. Oui, le peuple, c'est exact. Voilà, le peuple, c'est le peuple qui est propriétaire. On attend, ils n'ont qu'à finir de se boxer. Et puis ceux qui vont rester, ils vont se comporter autrement, parce que effectivement, le peuple comprend. Le peuple sait aller chercher l'information. Le peuple sait ce qu'il veut. Et il ne va plus laisser les gens faire ce qu'ils veulent au niveau du Burkina Faso. D'accord. Alors, oui, Évariste, sur ce sujet. Ce qui se passe, en fait, à l'intérieur même du corps de la magistrature est assez révélateur de ce que nous avons toujours réussi à dire, que nous avons tous intérêt à travailler pour avoir une justice indépendante et crédible. Parce que les juges ne sont pas des anges. Ça démontre que ce sont des êtres humains comme tout le monde. Ils n'ont pas l'infaillibilité pontificale. Hein. Bon, maintenant, c'est pour ça qu'il faut avoir des process tout à fait, qui les tiennent Donc, à leur rôle et à leur métier. Dont acte, on doit tirer des leçons. Maintenant, moi je suis surpris que les deux juges-là ne se présentent pas, parce que le citoyen lambda qui est interpellé, il est obligé, il n'a aucun moyen de se soustraire. Eux, ils devaient donner l'exemple. Pire, bon, c'est vrai que là, on n'est pas allé au fond, on les a pratiquement jugés par défaut, n'étant pas présents, il n'y a pas eu le principe de contradictoire. Mais ce qui m'intéresse un peu, c'est la suite de l'histoire. Parce que, voyez-vous, la décision est valable, hein, quoique même viciée, discutable, parce que dès qu'on les notifie, c'est applicable. Maintenant, moi, je serais curieux de voir la voie. Elle sera administrative ou pas, puisque de facto, ils ne reconnaissent plus. De faire appel, non, au Conseil, devant le Conseil d'État. Étant une décision administrative, son exécution, il y a une obligation d'exécution préalable. Maintenant, pour faire sursoir à l'exécution, ils sont obligés d'aller au Conseil d'État pour demander un sursis. Maintenant, pour la question de la mise à la retraite, c'est autre chose. Ça, c'est un décret. Et là, maintenant, il faut voir si le président va signer ce fameux décret. Alors, moi, je voulais dire quelque chose par rapport à ce que Évariste a dit. Non, je crois que j'imagine que le juge Armand et la dame, en refusant d'aller au Conseil de discipline, désavouent ceux qui vont les juger. Et je crois que dans la vie normale, quand j'estime qu'une personne n'est pas en droit de me juger, il n'a pas la qualité pour me juger, je refuse d'y aller. Il y a des gens que l'on appelle manu militari au tribunal et ils refusent d'ouvrir la bouche parce qu'ils disent « je ne vous reconnais pas en tant que juge ». Je crois que là, j'ai l'impression que les gens... Mais ils se présentent. Non, on les amène. Non, on les amène de force. Okay. Mais là, est-ce que le conseil de discipline avait autorité d'envoyer la gendarmerie chercher les juges pour les amener à leur tribunal? Je crois que non. Donc ils ont dit « écoutez, vous voulez me juger, je ne reconnais pas que vous êtes capable de me juger, je ne viens pas. Faites ce que vous voulez ». C'est comme j'ai dit, c'est maintenant là que le film commence. C'est maintenant que le film commence. Parce que là, on va suivre comment les deux... J'imagine que nous autres, même citoyens lambda, quand on nous juge et qu'on n'est pas d'accord, on utilise les voies de recours. Et encore une fois, ce sont des gens qui se connaissent. Ce sont des gens qui sont à un même niveau d'instruction. Les gars ne vont pas se laisser faire. C'est là que le film devient intéressant. Globalement, tout ce qu'on demande, tout ce que tout le monde demande, c'est que la justice soit libre pour qu'elle fasse réellement son travail. Ça, tout le monde. Mais déjà... Maintenant, ce qu'on ne veut pas, on ne veut pas que les juges là forment un clan, voilà, et ils ne respectent rien. C'est eux qui ont tout le pouvoir et personne n'a rien. Voilà, c'était même en parler déjà. Voilà. Moi, je pense que déjà deux républiques. Voilà, deux républiques. La République des juges, et ça, on en parle tous les jours. Moi, je trouve que déjà, c'est une faute grave que le chef de l'État, et Dieu seul sait que je ne suis pas un admirateur de Roch-Marc Christian Kabore, que le chef de l'État envoie une note et que les gens, les juges, refusent de respecter cela. Je pense que c'est une indiscipline qu'on ne peut pas tolérer dans une république normale et que le président du Faso va en tenir compte, il va prendre les dispositions nécessaires pour ne pas qu'on ait la république des juges. Voilà. D'accord. Ne pas qu'on ait la république des juges. Dans tous les cas, le président il a encore un pouvoir, hein, il peut ne pas faire signer le décret. Voilà. Mais il y a une chose qui est là, il y a un débat qui revient.
le même débat a été posé. Sous la transition, on a enlevé le président du Faso à la tête du CSM. Aujourd'hui, le débat revient. Il y en a même parmi les juges, etc., qui estiment que, pour le moment, la justice, les juges ne sont pas suffisamment à même de gérer leur propre indépendance et qu'il faut avoir un œil extérieur. Alors donc, certains déjà relancent le débat. Est-ce qu'il faut revoir la place du président du Faso à la tête du CSM? Non, vous savez... C'est votre avis. Moi, je donne mon avis. C'est-à-dire, malheureusement, beaucoup d'Africains pensent que quand tu as mal à la tête, il faut couper la tête pour que tu n'aies plus mal à la tête. Non. Constitutionnellement, la justice est un pouvoir. Ils sont au début de quelque chose. Ils veulent apprendre le mouvement. Tout le monde en apprenant le mouvement, nous sommes tombés quand nous avons commencé à marcher. D'accord. Donc, ce qui se passe à la justice aujourd'hui, là, c'est tout à fait normal. Donnez-leur le temps. Ça va prendre le temps, 5 à 10 ans, ça va se décanter. Mais si on ramène encore la justice sous l'autre pouvoir, là, moi, je trouve qu'on aurait fait une grosse... Moi, je pense que s'il y a réforme à faire au niveau du CSM, parce qu'il faut regarder sa configuration avec la question des membres de droit et des membres élus, en fait, c'est le reflet en fait, des syndicats. Or, ce qui se passe ici, en arrière-cour, on a l'impression que c'est la guerre des clans des syndicats. Exactement. Voilà, donc il faudra peut-être voir comment réduire donc, le poids de ces syndicats, parce que tout le monde n'est pas syndiqué. Donc, et puis il y a ça, et je tiens à noter que le chef de l'État a un représentant, qui, je pense, M. Pascal Bénon, au sein du conseil donc, de discipline du CSM. Donc, il n'est pas totalement exclu. Donc, Bintou, je voyais Bintou faire comme ça, apparemment. Bintou, pour que le chef d'État revienne à la tête du CSM, peut-être. Non, je dis, mais ce serait une régression incroyable. D'accord. Moi, j'ai toujours dit qu'actuellement, au Burkina Faso, c'est maintenant que nous sommes en transition pour la direction que nous voulons donner à notre pays. Que chacun se regarde dans le miroir là et voir comment il veut rentrer dans l'histoire de ce nouveau Burkina Faso. Et c'est là où il y a le vrai débat. Donc, tout ce qu'ils font là, c'est normal. Comme mon voisin l'a dit, qu'ils fassent tout leur... Il faut faire attention avec les mots. C'est normal que ça veut dire que il faut prendre ça comme étant un début à toute chose. Mais il faut quand même mettre de l'ordre aussi. Est-ce qu'on va laisser... Non, pour régler quelque chose, il y a des moments, c'est de l'ordre qui amène, c'est le désordre qui amène de l'ordre. Parce que ce désordre-là révèle les insuffisances, les choses qu'il faut corriger, les choses qu'il faut régler. C'est un dysfonctionnement qui est en train de s'éclore parce que le président a dit, bon, vous m'accusez de tout, réglez vos problèmes. Maintenant, vous êtes face à la population. Donc, c'est le Bing Bang. Voilà, je pense qu'on ne peut pas revenir en arrière. On ne peut pas revenir en arrière. Maintenant, il faut attirer l'attention des juges pour leur dire vous avez obtenu ce que vous avez toujours demandé, souhaité et demandé, vous avez obtenu. Mais il faut que vous soyez des gens sages à l'intérieur, des gens responsables. Il ne faut pas utiliser ça pour régler des comptes entre vous. Il ne faut pas utiliser ça pour maquiller la justice. Soyez des juges responsables. Sinon, bon, vous allez vous retrouver dans une situation... Donc, il faut rappeler que les décisions étaient quand même lourdes. Il y a eu la révocation du juge Bilgo, par exemple, qui a été révoquée. Il y a eu des mises à la retraite. Voilà. Bon, ça fait un peu cafouillage. Non, il faut le chaos pour que de l'ordre revienne. Bon, j'ai peur que si ce chaos n'est pas maîtrisé, bon, que il faudrait aussi savoir qui fait le chaos. Non, le président, si le président on va sortir dire ici, ah non, pourquoi il se mêle, non, mais le président peut s'ingérer de la bonne manière, comme ce qu'il a fait. Oui, et ça, tout le monde est d'accord avec lui. Merci à vous. Donc, on va changer de sujet. C'est encore aussi un sujet je vais dire de tension, parce que c'est la crise des financiers. En tout cas, on va dire financiers, donc les agents du ministère de l'économie et des finances, à travers la coordination donc, des syndicats, et puis le gouvernement, qui sont donc, il y a un bras de fer depuis longtemps qui dure. Alors, on peut noter pour les faits, échec de la médiation, du médiateur du Faso, suite, on va dire, à un boycott même du ministère donc, de l'économie ou de la partie du gouvernement, et puis suspension du sitting. En tout cas par la coordination des syndicats, mais qui maintiennent la grève du 18-25, suspension du 11 au 15, je crois, de sitting. Et puis il y a l'entrée en jeu des organisations de commerçants qui ont battu le pavé. Et puis enfin, le débat qui revient encore sur les fonds communs. Alors, Évariste Kongsebo, très rapidement, sur cette question, on a vu par exemple, pour la médiation, le gouvernement ne s'est pas rendu sur la table de négociation pendant que les syndicats y étaient avec la médiateur du Faso. Non, je pense sans doute que la médiateur du Faso a été certainement... C'est à la demande donc du gouvernement qu'elle s'est mise en scène. Bon, maintenant, elle a essayé de faire ce qu'elle pouvait, la brave dame. Malheureusement, il se trouve que dans la situation actuelle,
la désignation d'un médiateur devait être au préalable l'objet de tractation entre les deux parties. C'est-à-dire, le médiateur, s'il devait y avoir, ça devait être quelqu'un qui devait être accepté par les deux parties. Bon, maintenant, ce qui n'a pas été le cas. Mais je dis que son geste était bien, mais ça n'a pas abouti. Bon, maintenant, c'est vrai qu'il y a eu des escalades de sanctions. Le gouvernement était retranché toujours dans sa position, sanctionné, les sittings ne sont pas légaux, la pauvreté du pays, c'est les fonctionnaires. Bon, ils étaient dans cette posture. Ce à quoi vous avez vu les escalades, eux aussi, ils ont sorti. On a vu comme ça. Je l'avais dit. Les déballages. Les déballages. Les déballages aussi, les salaires. Ça va finir par se savoir, en fait. Ça finit toujours. Donc, un coup, chacun sort les déballages. Bon, les déballages en déballages, en fait, bon, peut-être que, je pense que maintenant, les gens ont compris qu'il faut peut-être aller à la table. Bon, mais ça, ce n'est qu'une partie, vraiment, ça, c'est la partie des financiers. Bon, en attendant peut-être l'autre aspect de l'harmonisation de ce qu'on voit. Mais c'est vrai que la situation demeure. Il semblerait que les deux points qui achoppent, et dont un qui n'est pas le même, c'est l'adoption des statuts sécurisants. Et je pense que la dernière fois, on a dit que les discussions avaient avancé, mais le point d'achoppement portait sur les deux points. Et dont le point le plus important, c'était donc la question des statuts sécurisants. Parce que vous avez ça en arrière-fond, c'est là que se trouvent les fonds communs. En tout cas, on peut dire que dans ce débat-là, les financiers aussi sont un peu j'allais dire cachotiers, parce qu'ils ne sortent pas aussi que c'est une question de fond. Mais de plus en plus, on voit que les réformes sont aussi un élément qui cristallise cette crise-là. Alors bientôt, on a vu aussi la politisation, on va dire la politisation de cette question-là. On a vu des organisations de commerçants qui sont sortis dans la rue pour marcher, pour eux dire il faut supprimer le fonds commun. Moi, je ne rentre pas dans le débat de supprimer, garder droit acquis du fonds commun. Pour moi, le fonds commun n'est que l'arbre qui cache la forêt en réalité. Les deux parties savent en réalité dans les dessous ce qui se passe. Moi, je pense que ce sont les réformes structurelles qui sont enclenchées et que la modernisation et numérisation de la fonction publique qui est en train de prendre forme doucement, et c'est en train de fermer des robinets de paperasserie où on s'assoit avec les petits pouvoirs, qu'en réalité, c'est ça que la population ne voit pas et que c'est ça le vrai débat. Mais peu importe, il faut que les syndicats imaginent la souffrance du pays et des populations. Le Burkina n'est pas constitué que de fonctionnaires au Burkina Faso. On a la famine, on a énormément de choses qui pèsent sur la population. Mais pour moi, il faut qu'il y ait une explication de chaque côté pour que chacun... Oui, mais justement, quand les syndicats vont à une table de négociation, que le gouvernement ne vient pas, à qui la faute? C'est le médiateur du Faso, les syndicats y étaient, mais le médiateur attendait, ils ont attendu tout le temps. Madame la ministre de l'économie et des finances n'est pas venue, encore moins le ministre de la fonction publique. Je trouve que ce n'est pas correct, mais je ne sais pas pourquoi ils ne se sont pas rendus, donc je ne vais pas m'avancer sur ça. Ce serait faire la discussion partisane. Mais si c'était entendu et qu'il y a des preuves qui se sont entendues, ils ont pris rendez-vous et ils ne sont pas venus, ça c'est grave. Mais j'ai pas cette les preuves sont là, c'est prouvé. En ce moment, ce n'est pas normal. Si vous accordez sur quelque chose, si vous ne pouvez pas vous-même envoyer des représentants, au moins écouter, prendre note et puis revenir pour que le dialogue continue. Pour moi, c'est un bras de fer inutile ou bien une situation que je trouverais, j'aime pas ce mot arrogant, que je trouve déplorable. D'accord. Donc, mais en réalité, on a commencé avec un domaine. J'ai dit, on est au Burkina, c'est maintenant la transition au Burkina Faso. D'accord. Alors justement, la transition... On a commencé un débat sur une question, que chacun mette de l'eau dans son vin, que chacun soit visionnaire, que chacun voit au-delà de son assiette pour qu'on avance pour le bien du Burkina Faso. On va, comme Bintou parle de transition, de réformes, effectivement, le fonds commun ne semble pas être la trame du problème. Il y a d'autres problèmes, notamment dans les réformes. On va en parler, mais avant, je voudrais qu'on discute de quelque chose qui a enflammé les réseaux sociaux et tout ça. C'est la rémunération des ministres et des chefs d'institutions. On a vu, par exemple, que la ministre de l'économie et des finances s'octroie 8 millions par mois. Donc c'est ce qui a été balancé sur la place publique, et près de 103 millions pour des questions
de frais d'émission, etc., par là. Et ça aussi, ça pose un problème parce que certains ont sorti donc, le décret de 2008 ou 2009, je crois, le décret 2009, qui donne liste, en tout cas, des montants, des taux de chaque personnalité, et qu'on ne comprend donc pas qu'il y ait des ministres, et ce n'est pas la ministre Roselyne seule, il y a des ministres qui sont venus par exemple du privé ou de d'autres institutions et qui sont rémunérés à des forts taux. Cela pose un problème. Je prends l'article 2 simplement de ce décret-là qui dit que la rémunération s'applique uniformément à toutes les autres personnalités occupant les mêmes fonctions, quelle que soit leur provenance professionnelle et le niveau de rémunération antérieurement acquis. Elle fera l'objet d'un contrat individuel entre l'État et chaque personnalité appelée haute fonction. Moi, je voulais... Oui. Si ce que les réseaux sociaux nous ont montré sont corrects, sont justes, ce n'est pas normal. Et il faut le dire d'une manière posée, claire et nette. Un ministre, c'est un serviteur de la République. Quand vous êtes appelé à de hautes fonctions, il y a un honneur que l'on vous fait pour venir servir votre pays à un certain niveau, à un certain degré. Mais quand on sert, il y a des sacrifices dans le service. Ce n'est pas normal que même si vous gagnez 1 milliard de l'autre côté, que vous venez pour servir la République et que vous exigez qu'on vous serve ce que vous gagnez auparavant. Il y a des gens, il y a tout de suite là, j'ai vu un monsieur, j'ai vu par exemple ce qui circule dans les réseaux sociaux, où le Premier ministre de l'Italie est allé pour rencontrer le président de la République. Il est allé en taxi. Personne ne lui a ouvert la porte. Il a payé son taxi, il est sorti, il a rencontré le président de la République. Je crois que ce qu'il faut remettre au goût du jour, ce sont même les mots. Un ministre sert la République. Et vous ne pouvez pas exiger autant de choses. C'est vrai qu'on peut trouver à ergoter pour dire oui, j'avais beaucoup d'argent, on m'a appelé, donc je paie des avantages. Déjà, le fait de porter le titre de ministre est déjà quelque chose dans un pays. Et je crois qu'en venant pour siphonner effectivement un pays, même si vous voulez encore faire des réformes, c'est encore une fois revient la question du leadership. Le leadership, c'est quelqu'un que les autres suivent. Parce qu'il est un bon exemple. Maintenant, si vous voulez que les autres suivent et puis vous n'êtes pas un bon exemple, les gens ne vont pas suivre. Les réformes que la dame voudrait faire, moi j'aurais aimé que la dame-là sorte la tête haute comme un certain Garango, où à la fin du compte, les gens reconnaissent que le monsieur ou la dame a fait quelque chose pour son pays. Mais encore une fois, il faut que vous soyez propre, parce que vous ne pouvez pas demander aux autres de serrer la ceinture si vous vous mettez plein la bouche. D'accord. Alors, Ali, si cette question de la effectivement, j'ai vu cette affaire où on dit qu'elle était obtenue de qu'elle touchait autant, donc c'est pour ça qu'on lui donne cet argent. Je ne vais pas ajouter beaucoup de choses. Mais ce n'est pas elle seule. Hein. Oui, cette affaire de 8 millions madame nous permet de parler de tout le monde. Ils sont nombreux dans le gouvernement. J'ai dit madame le ministre parce que c'est elle qui est la tête de proue de cette affaire, puisque c'est par elle que ce dossier revient sur la table. Elle était obtenue, c'est vrai, c'est connu. Elle avait un salaire important, plus qu'au Burkina Faso. Ça, c'est connu, tout le monde le sait. Mais moi, je dis, Ali Compaoré, si je suis à la Banque mondiale, que j'ai 14 milliards là-bas, si j'accepte de devenir ministre, je prends le salaire de ministre de Burkina Faso. Et il y a des exemples aussi. Hein, il y a des exemples. Personnes qui ont renoncé à si je ne veux pas ça, je leur dis, écoutez les gars, vous voulez que je sois ministre, mais au Burkina Faso, on paie les ministres au lance-pierre. Moi, je ne veux pas. Je reste dans ma banque. Je suis pépère là-bas. Quand on vient, on ne dit pas, je viens de la Banque mondiale, j'ai touché tant, on me donne tant. Ce n'est pas normal. Et quand par-dessus tout, on cite Thomas Sankara, c'est le comble de l'hypocrisie et ça fait rigoler. Je pense qu'il faut que les gens arrêtent ça. Quand on vient servir son pays, comme on a dit, on sert son pays normalement. On ne vient pas dire j'étais là, j'ai touché 14 milliards. Non. Vous venez, vous êtes ministre, vous prenez l'argent du ministre. Le jour que vous repartez, vous reprenez votre argent. C'est tout. Il n'y a pas beaucoup à ergoter autour de cette affaire. C'est aussi simple, tranquille. Et puis, on ne demande pas aux ministres qui gagnent cet argent-là. On ne leur en veut pas. On leur dit tout simplement, quand vous êtes ministre dans un pays, les ministres dans ce pays sont payés comme cela. Si un ministre burkinabé va au PNUD, mais s'il a 14 milliards, est-ce qu'on va lui dire, écoute, comme dans ton pays, on te paie à 1000 francs, tu viens au PNUD, non. D'accord. Évariste, le caractère un peu, il y allait dire, violateur en fait du décret, parce que le décret est suffisamment clair, très explicite dans les limites. Oui. Comment se fait-il que, on revient à ça, c'est quand même des... Non, cela procède de l'opacité qui règne dans la gouvernance des finances publiques, et laquelle opacité, en fait,
les financiers sont au fait de cette opacité et c'est sur ça aussi qu'eux ici jouent sur leur affaire. Donc, si on va plus loin, on verra. Donc, il y a une opacité. Quand vous voyez un président d'institution, par exemple, qui sort, qui dit que publiquement, lui, il renonce à 50% de son salaire au profit d'une œuvre charitaire, tout le monde applaudit. Mais tout le monde sait que dans le monde et au Burkina, la valeur d'un salaire, pour que tu puisses renoncer à 50%, ça veut dire que tu as d'autres sources non visibles et qui sont certainement, c'est la partie invisible de l'iceberg, qui est généralement, c'est le phénomène de l'iceberg. La partie que vous voyez, elle n'est rien par rapport à... Donc, c'est ce qui se passe dans la gestion des finances publiques. Et je dis que ce qui est en train de se faire dans notre pays est salutaire parce que ça pose la question de la bonne gouvernance des ressources financières. Alors, Bintou, on revient à ta proposition de départ. Hein. C'est normal. Avec ça, on va tout voir, on va tout comprendre et tout va bien aller désormais pour le mieux. Parce que là, on est en train de voir des choses qu'on ignorait. Ça dépend de comment c'est géré. Mais comme il a dit, c'est dans l'air du temps. Les gens ont le courage maintenant de dire ce que tout le monde avait peur de dire il y a quelque temps. Et c'est ça que je trouve intéressant dans le débat national en ce moment. Moi, je ne ferai pas de procès d'intention. J'ai dit ici, s'il y avait des process et que c'était transparent et clair pour tout le monde, quand le ministre arrive, il sait ce qu'il attend. Mais est-ce qu'il y a un process? Il y a le décret qui est suffisamment clair. Le décret n'est pas des process. Si c'est des décrets, le Burkina serait le pays, le meilleur pays du monde entier. On a les meilleurs textes du monde. C'est reconnu. Est-ce que le décret est la légalité? Des pratiques ont pris le dessus des textes. Il faut le reconnaître au Burkina Faso. Et c'est maintenant le temps d'y faire face. D'accord. Que les textes sont là, il faut respecter les textes. Celui qui ne respecte pas les textes, voici les conséquences. C'est connu par le peuple. Et c'est le débat qui est lancé. Donc allons jusqu'au bout de ce débat. Et arrêtons de faire des querelles individuelles. Oui, André? Non, vous savez, très rapidement, on va passer à c'est la question de la gouvernance. Oui. Mais vous savez, les vrais leaders et les bons leaders, c'est ceux qui se servent toujours les derniers. Un vrai leader, c'est celui qui se sert les derniers. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes des leaders d'un pays si tout le monde sait que vous vous mettez plein la bouche et plein la barre. Merci. Non, en fait, ce que je veux dire, je pense que sur ce cas précis-là, la faute incombe donc à l'autorité de nomination. C'est ça. Parce que la dame est née pour rien. On a signé son contrat. Et ça n'a pas commencé avec... Pour préciser, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Avec elle, c'est beaucoup plus visible pour Voilà, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Donc, il y a longtemps que ça n'a pas continué. Elle a osé mettre le doigt là où ça fait mal dans notre pays. Prenons nos responsabilités. On ne fait pas le procès de madame... Rosine Koulibaly. C'est le fait. Non, fait qu'il on ne fait pas son procès. C'est l'autorité de nomination. C'est à elle aussi de regarder par rapport à ses propos, à ses éléments de langage. Il faut qu'elle se fasse attention. On va évoluer pour parler des réformes parce que la question des fonds communs a semblé occulter la partie la plus importante du débat qui pose le problème même de la gestion, la gouvernance à venir. C'est-à-dire que les syndicats ont posé le problème de check-off. Bon, on ne va pas trop en parler. Ils estiment que cela va réduire les syndicats à leur plus simple expression. Donc les syndicats peuvent même en mourir parce qu'ils n'auront pas les moyens pour mener leurs activités. Mais il y a l'autre aspect, c'est la privatisation à venir, donc de la DGI, la Direction Générale des Impôts, où semble-t-il, la DGI doit être érigée en EPE, et avec un privé qui va faire le recouvrement. Alors, ça pose aujourd'hui un grand débat de cette réforme. Deuxième réforme, suppression du contrôle financier, c'est-à-dire le contrôle financier qui d'abord vise la régularité des dépenses avant la mise en œuvre des dépenses. On veut lever ce verrou-là également. Donc aujourd'hui, voici un débat que les syndicats posent et je voudrais que vous donniez votre avis sur ça. Personnellement, je pense que sur ces trois points-là, ils sont carrément HS, hors sujet. Parce que la question, par exemple, des check-up, moi je ne vois pas en quoi est-ce qu'un gouvernement se trouvait obligé de gérer le processus de collecte des cotisations des membres d'un syndicat. C'était des pratiques qu'on tolérait, mais le gouvernement, à la limite, n'est pas tenu. C'est une affaire du syndicat. Bon, ça c'est clair. On va évoluer rapidement sur ça. Ça, c'est des questions associatives. Voilà. Mais la question de la DGI à privatiser. Vous savez, on n'invente pas la roue. Vous savez très bien que très souvent, le Burkina s'inscrit, quand on prend des décisions, soit c'est ça au niveau sous-régional, au niveau de l'UEMOA ou de la BCAO, ou au niveau donc international. Donc, il se trouve qu'actuellement, c'est des réformes qui sont entreprises, je pense, portées par l'UEMOA,
tout comme les postes juxtaposés, tout ça. Donc, maintenant, c'est vrai qu'il y a quand même des éléments de il souveraineté. semble que pour la DGI, au niveau, je crois que le laboratoire, c'est le Togo, mais là-bas, il se passe vraiment mais des choses. Il y a eu le cas, difficiles. par exemple, du Cotecna, par exemple, qui a été posé. Mais ça, c'est des injonctions des bailleurs de fonds. Donc, mais ça relève en fait des questions de gouvernance, au niveau que les autorités, les plus hautes autorités prennent et décident. Ils ont été élus pour ça. C'est vrai que je trouve quand même que sur le contrôle financier, je ne vois pas a priori un contrôle financier, et ça participe à la transparence, quitte à me démontrer le contraire. Donc, ce qui fait quand même que c'est des points quand même un peu discutables. Alors, mais André Génie-Ligoudou, pour la DGI, c'est de l'argent public qu'on va donc faire récupérer par un privé. Et on a vu le début avec les comptes dans les banques privées aujourd'hui, au lieu que ce soit dans le trésor public. Tout ça, ça va dans le sens de cette réforme-là. Écoutez, est-ce qu'il n'y a pas un risque quand même? Non, vous avez enlevé la paille de ma bouche. Très bien. Moi, je ne vois pas en quoi l'État doit employer des gens pour aller vendre des timbres. Aujourd'hui, là, si vous partez au commissariat pour légaliser un papier, vous n'êtes pas obligé de le monter au trésor pour acheter votre timbre. Sauf que ça coûte 50 francs plus cher sur le timbre de 200 francs. Et l'État n'a rien à voir avec celui qui vend le timbre. Moi, je me dis aujourd'hui, il y a des choses qu'il faut céder. Il faut avoir un gouvernement, un État stratégique, mais pas un État qui vend des timbres. J'ai dit, il y a des choses qu'il faut donner au privé à faire. Y compris les recettes fiscales et tout ça. Moi, je suis d'accord que l'on privatise même le gouvernement. Même les ministres, il faut faire un appel d'offres. Celui qui est bon... Appel à candidature. À candidature. Celui qui est bon, il vient, il dit voilà ce que je veux faire. Ça ne garantit pas. Hein? Non, mais vous savez, mais attendez, vous allez me dire... Mais il n'y a pas de jeu de politique dedans. Au Burkina, au Burkina, vous direz ce que vous voudrez, mais tout le monde sait que le public est plus performant que l'État. D'accord. Alors là, on est dans les finances publiques, c'est quand même un domaine de souveraineté. Mais qu'est-ce qui n'est pas souverain au Burkina? Ah oui, mais attention. Alors, un État? sur cette question, il ressort des chiffres, par exemple. On dit qu'aujourd'hui, le fait de mettre de l'argent public dans les banques, ça coûte autour de 11 milliards à l'État burkinabé pour simplement la gestion de ces comptes-là par les banques. Est-ce qu'il ne fallait pas garder ça au niveau du trésor? Est-ce que quelqu'un a évalué ce que ça coûte à l'État? Mais l'État a ses instruments, l'État a ses agents, l'État a ses agents qu'il a formés. Est-ce que ça pose un problème? Oui, allez-y. Est-ce que quelqu'un a évalué ce que ça fait perdre à l'État d'avoir l'argent au trésor public du Burkina Faso? Si on a ces chiffres et qu'on met devant moi et réaliste et par rapport à cette somme, en ce moment, je donnerai mon point de vue très partiel, très objectif là-dessus. Mais entre-temps, dans le monde entier, tu n'as pas besoin de te rendre dans un trésor pour payer tes impôts. Les impôts se payent devant ton ordinateur. Tu fais tes déclarations, c'est vérifié. Et si maintenant le système se rend compte que tu as mis des choses qui ne sont pas claires, ils te suivent. Ils te suivent à la trace, ils vérifient. Ça, c'est le rôle de l'État. Il faut que l'État arrête de se substituer à la fonction au privé et aux différentes choses. Le rôle de l'État, c'est de créer un environnement qui permette à l'ensemble de sa population de travailler. D'accord, merci. Alors, très rapidement, Ali, vraiment en quelques 30 minutes. Par exemple, pour les impôts, dans les pays occidentaux, à la fin de l'année, il y a ta fiche, tu remplis et on te fait couper ton argent. D'accord, mais ça, c'est différent de privatiser. On n'a pas créé une structure qui va venir voir Ali Compaoré pour lui dire, écoute, monsieur Compaoré, à la fin de l'année, là, vous devez tant. C'est pas voilà. ça. Oui. Ils ont ouvert des comptes dans des banques privées. Non, je parle pas de cette... Je vais revenir sur cette question. Je parle du paiement des impôts. On veut donner ça, le recouvrement des impôts, on veut donner ça à une structure privée. Et ça, je trouve que c'est pas normal. Non, moi, je n'ai pas compris ça comme ça. Mais bien sûr, en réalité, la réforme vise à ce que la direction générale des impôts soit élevée en EPE. Donc, en EPE, c'est-à-dire que ils vont faire des recettes, forcément, mais en même temps, la structure qui va recouvrer, c'est un privé qu'on recrute. Donc, ça peut être une entreprise chinoise qui vient tout simplement faire le recouvrement. Mais une chose est sûre, c'est qu'elle va faire des bénéfices et ça va retourner chez elle, c'est clair. Bon, donc voilà, c'est ça le problème. Je pense que l'État fait face au recouvrement de ses impôts. Et ça, ils ont pensé qu'une structure privée pourrait le faire. Mais là, ils oublient que c'est de l'argent. Je viens justement, c'est très grave. C'est gravissime. Voilà. Parce que c'est l'argent des Burkinabés qu'on va donner. On va donner l'argent des Burkinabés à une structure privée qui va récupérer cet argent. Mais est-ce que nous avons un moyen de contrôler cette entreprise qui va
Voilà. On parle de Cotecna, mais Cotecna appartient à des structures européennes qui s'injectent dans notre truc. On va revenir. Je veux seulement dire, oui. C'est vrai, on fait face à un grand problème. On veut une bonne gouvernance, on veut une traçabilité de nos recettes, mais faisons attention. Non, tu ne donnes jamais ces gens qui faisons attention à ne pas. Bon. Ali, jeter le bébé avec le sujet aussi important et capital. Il vaut mieux prendre du recul, avoir des études vraiment sérieuses pour voir qu'est-ce que l'État gagne, qu'est-ce que l'État perd, avant de décider. Mais apparemment, ça fait partie des réformes qui sont enclenchées. Que oui, mais ces réformes les syndicats ne veulent pas. Non, c'est des réformes qui ont été fondées sur la base de quelle étude scientifique? Merci. Alors, on va terminer cette fois-ci. On est un peu pris par le temps, mais comme on a la chance de pouvoir revenir avec les questions des téléspectateurs, on pourra approfondir certains aspects sur ces questions-là. Alors, le dernier, on va dire le troisième sujet donc, au plan national, c'est cette rencontre, cette conférence à venir, qui commence le 12 d'ailleurs, du système de rémunération, de la mise à plat du système de rémunération de la fonction publique. Donc mise à plat, aujourd'hui les syndicats sont totalement opposés à cette démarche. Le 12 déjà, il y a un sitting national dans le territoire par rapport à cela. Et on a vu par exemple une plateforme de 16 points que les syndicats ont produit. En tout cas, c'est une plateforme qu'on ne peut pas totalement citer ici, mais c'est des éléments qui, en tout cas, remettent en cause ou, en tout cas, n'associent pas les syndicats à cette remise à plat. Alors, je voudrais poser juste une question, chacun a une seconde pour répondre. Est-ce que cette remise à plat du système de rémunération ne va pas poser plus de problèmes, ne va pas bloquer l'administration, la fonction publique, qu'elle ne vise peut-être à créer des facilités ou à améliorer les choses? Moi, je ne sais pas. On a dit venez à table, on va discuter. On n'a pas dit qu'on va arrêter de payer les salaires, si j'ai bien compris. Et ce n'est pas seulement l'État et les syndicats qui constituent le budget national du Burkina Faso. Et ce n'est pas seulement les PTF qui donnent l'argent à l'État pour payer les travailleurs. Donc pour moi, le problème est là. Si vous décidez de faire la politique de la chaise vide, ne vous étonnez pas que quand les décisions qui seront prises, que votre point de vue ne soit pas pris en compte. Pour moi, il faut aller au débat. C'est important. Nous sommes à une période de notre pays où il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau de la gouvernance et c'est l'occasion. Je sais que les gens vont dire oui, ils font des gaspillages, ils font des ceci, cela, il y a des détournements, il y a des quoi. Non, on est sur le sujet des salaires qui fait partie aussi de la richesse publique, de la richesse nationale. Ce que je pourrais dire pour compléter, Bintou, pour ton information, les syndicats avaient posé un préalable, c'était qu'à ce format-là, il n'y ait pas le troisième acteur qui est les forces vives, par exemple. Oui, ils ont dit j'ai vu ça, et j'ai dit ici sur ce plateau que les privés payent les impôts qui rentrent dans leur salaire. D'accord, merci. Donc, alors, merci Ali. Une chose, pour la plateforme... C'est un débat national. Toutes les parties doivent être représentées. D'accord. Alors Ali, il y a 2 points que je vais soulever. Dans la plateforme, les syndicats demandent l'arrêt de la conférence nationale sur le système de rémunération des agents publics de l'État et l'ouverture d'un dialogue sincère gouvernement syndical de la fonction publique pour un consensus sur le système de rémunération. C'est-à-dire que les syndicats sont pour, mais ce qu'ils demandent, c'est un peu différent de ce que le gouvernement avait fait. Deuxième chose, ils disent qu'il faut la convocation diligente d'une conférence nationale sur les richesses nationales et leur gestion. Bon, ce qui est certain, tout le monde est d'accord qu'on réfléchisse autour de la question de la rémunération des fonctionnaires. Mais je rappelle ici que quand on est fonctionnaire, on est employé de l'État. On n'est pas employé de chez Nana Bourema et frères. Ce n'est pas une discussion sur les contrats, c'est une discussion sur le système. Ne vous emballez pas, on va venir. Allons-y Ali. Voilà. Donc aujourd'hui, ce sont les travailleurs, les fonctionnaires, donc face à l'État qui est leur employeur. Donc les syndicats veulent une discussion entre les travailleurs et leur employeur qui est l'État. Donc pour eux, c'est le format qui pose problème aujourd'hui. Ils pensent que la présence d'une tierce personne pourrait affecter d'une manière ou d'une autre les débats. Pour moi, le format, c'est il faut laisser les travailleurs et les syndicats, les travailleurs et l'État discuter de la question. Si ça bloque quelque part, on peut demander un avis d'une tierce personne pour débloquer la situation. D'accord. Voilà.
Donc, Évariste, pour le moment, sur le principe, c'est vrai que le privé paye des impôts, mais le privé n'emploie pas les fonctionnaires. d'accord. Alors, Évariste, c'est la question. La position des syndicats qui demandent, oui, d'accord, rémunération des salaires, allons-y à un dialogue, mais allons plutôt à une conférence sur la richesse nationale. Ouais, je voulais, puisque vous m'avez posé la question, je voulais seulement terminer. Oui. Il faut effectivement, sur les richesses nationales, il faut qu'on en parle, on sache. Parce que je me rappelle... Est-ce que c'est pas de la diversion? Non, c'est pas de la diversion. C'est pas forcément de la diversion. Parce qu'au départ de Blaise Compaoré, on a dit que c'était Blaise Compaoré qui s'accaparait de l'or, du diamant, du manganèse, du pétrole, du bauxite et tout, du Burkina Faso. Donc, il n'est pas là depuis quelques années. Bon, faisons le point. Pour qu'on sache qui prend quoi et qui ne prend pas quoi. Je trouve quand même qu'ils font des confusions. Parce qu'il y a des questions qui sont d'ordre... du particulier qui les concerne eux directement, c'est la question de leur rémunération qui est adossée à leur contrat entre l'État et puis eux. Maintenant, la question de la gestion de la richesse nationale, c'est une question qui est d'ordre national, comme on le dit. Et quand ils disent, par exemple, qu'il faut harmoniser les rémunérations des agents publics et des responsables donc étatiques, je dis là qu'on est dans le dilatoire. Est-ce que c'est le rôle des syndicats de définir les rémunérations du président? Peut-être que les syndicats, quand par exemple un ministre, on voit la disparité des salaires. Il y a les élections pour voir quand on voit par exemple la fluctuation des salaires au niveau du gouvernement, est-ce que les syndicats ne peuvent pas se poser cette question? Oui, ça je suis d'accord, mais c'est dans un autre cadre. Ça c'est dans le cadre politique. Ok. Voilà. André Jean-Niboudou, en une seconde, sur cette question, les syndicats disent qu'il faut enlever les forces vives pour que nous on vienne discuter, mais aussi il faudrait qu'on parle de la gestion de la richesse nationale. Est-ce que ça aussi c'est pas une question importante? Puisque ça relève de la bonne gouvernance d'un pays. Vous savez, moi j'ai de la misère avec la position des syndicats. D'accord. Parce que les choses les plus simples sur lesquelles il faut être intransigeant, ils n'en parlent pas. Et je pense que vous savez, le syndicat, comme disent les Mossé, celui qui a coiffé la tête là n'est pas un bon coiffeur. Mais malheureusement aussi, on nous a amené une tête carrée. C'est vrai que le syndicat mérite, le gouvernement a des lacunes dans la gestion. Mais les syndicats aussi ont des problèmes. Je dis aujourd'hui, il y a des choses qui sautent tellement à l'œil nu. Moi, je prends le cas d'un médecin qui fait 7 années après le bac pour avoir son salaire. Et il ne gagne même pas le tiers. Les ingénieurs d'élevage. Oui, et qui ne gagne même pas le tiers de quelqu'un qui a le BPC dans les impôts. Et vous voulez que nous, dans un pays, on marche main dans la main. Mais là, ce n'est pas... Non, on voit que tous les syndicats les travailleurs, ils sont sur la même longueur d'onde. Est-ce qu'il a posé ce problème de différenciation, de conflit entre eux? Est-ce qu'ils se seraient mis ensemble pour dire on n'est pas d'accord avec ce que le gouvernement veut faire? Est-ce que quelque part aussi, il n'y a pas... Ce que je dis, vous savez, chaque gouvernement qui arrive, ou bien chaque système qui arrive, a toujours son syndicat qui va le faire tomber. Malheureusement, par exemple, les gens ont eu la Troisième République a eu les gens de la santé, la Révolution a eu ses éducateurs et ses enseignants, et j'ai l'impression que ce gouvernement-là va avoir ses fonctionnaires, et notamment les gens du ministère. Mais je pense que dans une nation, c'est la question de la justice et de l'équité. Merci. Et André, ça, malheureusement... Merci André Jean-Niboudou. On va parler de la Côte d'Ivoire. Comme on a l'occasion d'évoquer ce sujet, en même temps qu'on va peut-être enregistrer les premiers appels de nos téléspectateurs, on va donc ouvrir le chapitre international. Mais à côté, en Côte d'Ivoire, ironie du sort, il n'y a pas longtemps, on parlait de Nkurunziza au Burundi, qui disait troisième mandat, il va faire un troisième mandat. Il y en a qui sont morts et des centaines de morts par rapport à cela. Et puis, il n'y a pas longtemps, c'est Nkurunziza qui dit que lui n'est plus engagé pour un troisième mandat. Et puis, c'est à côté Ouattara Alassane qui, lui, fait l'annonce de faire un troisième mandat. Alors, je voudrais que je vous pose cette question par rapport à... Oui, on va commencer avec Bintou par rapport à Alassane Dramane Ouattara. Il a dit qu'il est en train de réfléchir. Est-ce qu'il a déclaré... Ah non, il a dit qu'il sera candidat. Et que voilà, il dit c'est pas... Il a dit ceci. Bintou, pour ton information, M. Ouattara a dit que lui, ses propres principes ne sont pas au-dessus de la paix et la stabilité de la Côte d'Ivoire. Attendez, vous savez, moi je veux dire, nos dirigeants méritent tellement de respect qu'on n'a pas envie de dire certaines choses à leur égard. Encore une fois, un homme qui n'a pas de parole, vous savez ce qui vaut mieux que la bouche. Moi, je ne dirais pas ça sur le plateau. Ah non, mais moi, je suis Mouara. Quand une bouche dit quelque chose, la bouche a dit. Monsieur Ouattara, depuis sa prise de fonction comme président de la République de la Côte d'Ivoire,
a dit à tous ceux qui voulaient l'entendre qu'il fait 2 mandats et il se barre. Mais c'est un homme. Quand un homme dit quelque chose là, il a dit. En plus d'être limité par la Constitution. Ce n'est pas seulement sa parole, hein. Il y a aussi les textes constitutionnels. Et puis la Côte d'Ivoire là, encore une fois en Afrique de l'Ouest là, c'est un pays qui compte. Si ce pays-là ne peut pas s'offrir comme modèle aux autres, et c'est le petit Nkurunziza là, sur qui tout le monde a tapé. Il faut faire attention. Il faut faire attention à Nkurunziza. Nkurunziza on peut lui accorder ça. quand même le crédit. Il l'a dit. Le crédit. Il l'a dit. Pas en 2020. Il dit qu'il ne fera pas un 3e mandat. Alors, oui, Bintou, tu reprends la parole. Oui, pour moi, c'est maintenant qu'on va connaître qui est le peuple ivoirien. Donc le film commence là-bas aussi. Ah, le bandit chef a été giflé. C'est là qu'on va savoir c'est qui est le peuple ivoirien. Où ils vont prendre leurs responsabilités en tant que citoyens lead de la sous-région et puis ils vont aller le voter dehors et puis on n'en parle plus. Mais pour moi, ce qui m'intéresse, c'est la Côte d'Ivoire, ça nous intéresse, c'est la sous-région. Mais à un moment donné, il faut que chacun fasse face à son destin en tant que groupe ou individuellement. Comme les Burkinabés ont pris leur destin en main. Mais est-ce que finalement... Le truc. Et puis Nkurunziza, le cas Nkurunziza, quand il a dit ça, moi je dis wow. Moi, à la place de l'opposition, si je voulais me présenter là, je ne parlerais plus. Parce que ça peut être tout simplement une astuce pour identifier tous les opposants solides. Mais il les connaît déjà. Non. Il connaissait Nkurunziza, il les connaît, mais ceux qui sont à l'extérieur, qui vont rentrer... Qu'est-ce que c'est une parole d'honneur? Il a dit que c'est une parole d'honneur. S'il avait un honneur... Non, s'il avait un honneur, ce qu'il a fait, il ne l'aurait pas fait. Non, il n'a que changé la Constitution, il ne s'est pas présenté. Il a changé la Constitution, il lui donne la possibilité, mais il a décidé de... Moi, l'honneur, là, ce n'est pas ce que tu dis et puis tu fais autre chose. S'il avait de l'honneur et de l'amour pour son peuple, là, ce qu'il a fait dans son pays depuis ces années, il ne l'aurait pas fait. D'accord. Donc, pour moi, tant que je ne le verrai pas à l'œuvre, sa parole n'a aucune valeur pour moi. Évariste, Alassane Dramane Ouattara qui surprend tout le monde. Déjà, l'opposition ivoirienne est montée au créneau pour estimer que voilà, tout le monde ne s'attendait pas vraiment à ça. Mais le président Ouattara semble mettre au devant de la question la stabilité et la paix en Côte d'Ivoire. Est-ce que sa personne doit cristalliser ou sa personne doit résumer en fait l'offre de la garantie de paix ou de stabilité en Côte d'Ivoire? Ça dépend de l'estime qu'il a lui-même de sa personne. Alassane Dramane Ouattara estime que c'est lui qui a sorti la Côte d'Ivoire de la crise, de la guerre. Donc, de là qu'il s'identifie à la Côte d'Ivoire, c'est vite arrivé. Mais tout ce qu'on dit, pourquoi est-ce qu'il a fait changer la Constitution en sautant le verrou de l'âge et en sautant le verrou de l'âge et des mandats? C'était pour lui, ça c'est clair. Maintenant, comme il a dit, il dit que le paradoxe, c'est qu'il dit que ces principes sont en deçà de la paix de la stabilité. Mais maintenant, le paradoxe, c'est que ces mêmes principes-là risquent de créer des problèmes. S'il maintient sa candidature, il est clair que quand on regarde le lever de bouclier, parce que dans son propre camp déjà, et de l'autre côté du PDCI... Mais justement, qu'est-ce qui peut vraiment expliquer? Parce qu'on a quand même vu au départ, M. Ouattara avait donné quand même l'intention d'être quand même quelqu'un qui voulait être une référence de la démocratie libérale. Mais est-ce que quelque chose n'a pas changé en temps? Parce qu'on a vu les tractations dans son propre camp, le camp oufouettiste, avec Bédier, avec Soro. Est-ce que ce n'est pas tout ça qui fait que... À partir du moment où il a fait sauter les verrous constitutionnels... C'est ça, c'était prévisible. Attendez, Ali, on va passer la parole à Ali très rapidement. Moi, Ali, qu'est-ce qui a fait changer Ouattara? Est-ce que c'est parce que Ouattara n'arriverait pas à peut-être mettre quelqu'un qu'il voudrait après lui qu'il est obligé lui-même de revenir forcer les choses? Bon, moi je pense qu'est-ce qui a fait changer Ouattara, ce sera très difficile de le savoir parce que ça c'est son intime conviction. Mais ceci étant, je pense qu'il y a sa propre volonté à lui de s'éterniser au pouvoir qui est là. Et probablement dans son entourage aussi, on parle de Gon Coulibaly, de Ahmed Bakayoko et autres qui font pression sur Alassane Dramane Ouattara justement pour continuer à être président de la Côte d'Ivoire. Donc, il ne faut pas oublier que c'est un jeu de pouvoir avec des appareils derrière les uns et les autres. Donc, si ces appareils-là se battent, c'est tout à fait normal que l'appareil qui soutient Alassane Ouattara veut dire, bon, écoute, si Alassane n'est pas là, on ne peut pas prendre le pouvoir, donc on va faire sauter le verrou de ceci là pour prendre le pouvoir. Mais ceci étant, je voulais terminer pour dire, pour moi, si je peux me permettre un conseil à M. Dramane Ouattara, si je peux me permettre un conseil, parce qu'un chef d'État, c'est qu'à la fin de son mandat, il fasse un discours d'anthologie, il remercie les Ivoiriens, il va se reposer tranquillement. En sage. Voilà, en sage. Parce que
vu les levées de boucliers, effectivement, comme on le voit, ça va encore être dans une situation assez difficile. Et je ne pense pas que la paix qu'il veut pour son pays, il puisse la retrouver. Alors moi, je veux qu'on aille un peu plus en avant. Si, par exemple, M. Ouattara était candidat, comme il le dit, en 2020, qu'est-ce qu'on pourrait voir comme configuration à la présidentielle? Est-ce que quelqu'un comme Soro Guillaume serait allé avec Bédié pour affronter, par exemple, Ouattara? Non, moi, je voulais dire quelque chose avant d'y arriver. Vous savez, il faut mettre ça aussi en perspective. Vous savez, la CEDEAO voulait même créer un texte pour la limitation des mandats en laissant les pays de mettre l'âge qu'ils veulent, la durée du mandat qu'ils veulent. On limiterait à 2 mandats, vous pourriez mettre 4, 5, 7 ans selon les 2 ans que vous voulez faire. La Côte d'Ivoire même était pour. Il y a 2 pays seulement qui n'étaient pas d'accord. C'était la Gambie de Yahya Jammeh et le Togo de Faure. La Côte d'Ivoire même était leader pour même la limitation des mandats. Parce que, encore une fois, vous ne pouvez pas être dans un environnement. Et j'ai dit, en Afrique, là, il y a un mouvement qui s'est enclenché. Si vous ne partez pas avec le mouvement, vous allez être avalé par le mouvement. Moi, je ne souhaite pas que la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens soient obligés de faire une insurrection pour faire partie de M. Ouattara. Mais j'imagine que les jeunes Ivoiriens de la Côte d'Ivoire, qui savent ce qui se passe ailleurs dans le monde, ils ne vont pas se taire. Peut-être les politiciens vont vouloir s'arranger entre eux, mais les jeunes ne vont pas laisser les politiciens vont s'arranger entre eux. Et ça, il faut en tenir compte. Chaque peuple. Oui. Configuration de la présidentielle. Non, pour moi, quelle que soit la configuration, c'est à chaque peuple en Afrique de savoir désormais ce qu'il veut et que des gens comme Ouattara n'existent plus en Afrique. Point final. Le reste là. Est-ce que vous n'incitez pas les Ivoiriens à ne pas faire. À ne pas être réalistes quand même? Non. J'ai dit, non, je n'ai jamais parlé d'incitation. J'ai parlé d'ici d'aller voter et le sortir. C'est une des voies. Et s'ils vont et si il se présente comme un vote, champion du développement en Côte d'Ivoire, peut-être que ça peut. Non, mais les champions, le cimetière est prêt, des gens indispensables. C'est clair qu'on va assister à une recomposition. S'il insiste, s'il maintient sa candidature, il y aura une reconfiguration en fait des acteurs politiques. Et il est fort à parier que M. Soro va faire une alliance avec le PDCI. Pour affronter Ouattara. Alors, une autre question pour terminer, et sur cette question de la Côte d'Ivoire, est-ce que ça ne remet pas aussi au goût du jour le débat sur la limitation des mandats? Parce que finalement, on se rend compte que les pays les plus performants, le Rwanda, etc., sont des pays où on a des hommes forts. Est-ce que ça ne remet pas, ça ne rend pas ce débat? Ce qui est certain, la question de la limitation des mandats ne s'oppose pas seulement à la Côte d'Ivoire. Je suivais sur les réseaux sociaux au Cameroun où l'ambassadeur américain a dit à M. Paul Biya s'il pouvait débarrasser le plancher. C'est vrai que pour un ambassadeur qui dit ça, ça fait un peu... C'est pas son rôle. Pour un ambassadeur, c'est peut-être bizarre. Mais ceci étant, c'est la question de limitation des mandats qui est encore posée. Donc pour moi, je suis d'accord avec ce que Eugène voulait dire, qu'on limite les mandats, quitte à dire que c'est des septennats. D'accord, on a quelqu'un en ligne. On a quelqu'un en ligne. Je pense que c'est M. Umtana Suleiman, qui appelle de Ouaka, qui veut poser, donc, en tout cas, intervenir sur le sujet de la crise des financiers. Allô? Oui, allô, bonjour, monsieur. Bonjour à tous les journalistes. Merci. C'est en tout cas un honneur pour moi, en tout cas, de donner ma lecture des situations et également éclairer l'opinion, en tout cas, sur le fait que nous ne sommes pas dehors pour une question de fonds communs. Le vrai problème au niveau des ministères, ce sont les accords qui ont été soit violés ou des accords non mis en application, et également la question des réformes. Et également, pour ça, la connaissance de tout ce qu'on a arrêté le mouvement, c'est juste pour prendre en compte un peu le fait que ceux qui payent les plus forts prix dans cette lutte-là, ce sont des gens qui n'ont rien à voir avec cette lutte. Donc il faut quand même permettre à ces gens-là de souffler un peu. Ils sont nos usagers, les usagers de nos services. Et également pour donner plus de sens aux négociations pour une sortie de crise, en tout cas crise qui, en tout cas de notre point de vue, pouvait être évitée et doit être le plus évitée parce que quand on regarde un peu les motifs, vraiment ça ne valait pas la peine que ça aboutisse à une crise. Et du point de vue conséquent, c'est l'une des crises en tout cas qui seront les plus lourdes au niveau national. Et également montrer notre bonne foi à l'opinion. Et en tout cas, dire que nous ferons en tout cas tout ce qui est de notre possible pour que ça n'aille pas très loin, parce que nous savons que nous sommes en train de tirer quelque part une balle dans notre pied, étant donné que nous sommes également citoyens de ce pays. Pour ce qui concerne la question des chocs que beaucoup ignorent, c'est que ça résulte d'un accord. Ce n'est pas que le gouvernement veut imposer les chocs au gouvernement, mais ce chocs dont on parle, il y a déjà eu des accords entre le syndicat et le gouvernement pour le mettre en œuvre. Et c'était mis en œuvre jusqu'en février passé.
Donc c'est pour vous dire que c'est des violations d'un accord. C'est ça le problème. Et ceux qui disent que non, que le syndicat n'a qu'à se débrouiller. Donc c'est un accord, donc il faut qu'ils prennent cet élément-là en compte. En ce qui concerne maintenant les réformes, très rapidement pour finir. Voilà, tout à fait. Les réformes, c'est-à-dire notre crainte, c'est qu'on donne ça à un privé et le privé n'obéira qu'à celui-là qui aurait donné le contrat. Nous savons aujourd'hui comment ça se passe. Il suffit de confier maintenant la gestion de la chose publique à un privé et d'avoir des actions dans ces privés-là. Et maintenant, tout ce que ce privé va engager comme bénéfice-là, via les actions, on peut en tout cas avoir ça. Donc, pour nous, c'est une forme de légalisation du détournement qui ne dit pas son nom. Donc, nous pensons que par rapport à ça, il y a vraiment... il faut mettre un peu plus de suivi. Et ce n'est pas comme ça qu'on va à une réforme. Qu'est-ce qu'on peut à la DGI? Monsieur Oumtana, ce qu'on attend de nous, si on n'arrive pas à faire cela maintenant, ils peuvent aller à leur réforme. Mais qu'est-ce qui est reproché à la DGI? Monsieur Oumtana, oui. Vous voulez dire que si on a privatisé la DGI ou le recouvrement, la société privée qui va s'en occuper, il va trouver des dirigeants de notre pays qui vont acheter des actions, bien sûr, et puis devenir des actionnaires déguisés. Tout à fait. Ah, d'accord. En fait, c'est ça la vraie crainte. En fait, c'est que la population ne comprend pas. Si cette mesure-là passe là, tout le monde va payer de sa poche. Tout le monde. Puisque le coût sera élevé. Et si ça marche au ministère, ils vont l'étendre à d'autres services de l'administration qui deviendront inaccessibles aux citoyens. C'est ça aussi l'inquiétude. D'accord, merci. On vous a écouté. Peut-être que s'il y a quelqu'un qui voudrait réagir ici, Évariste. Je vois qu'il est revenu sur la question donc, de privatisation donc, la DGI via donc, les recouvrements. Ça, c'est une question de choix de gouvernement. Ils n'ont qu'à s'engager. Pendant la campagne politique, il faut que les candidats se prononcent sur cette question. C'est quand même une question très importante. Parce que maintenant, si les gens mettent ça dans leur programme, vous les élissez, ils arrivent, ils vont appliquer. Parce que, bon, comme je le dis, ça, c'est une question de choix de gouvernement. Oui, parce que la question de la privatisation... Mais maintenant, c'est vrai pour la question de la privatisation. C'est une question importante qui nécessite au préalable une étude sérieuse et scientifique pour voir qu'est-ce que l'État gagne, qu'est-ce que l'État perd. Oui, parce que la question de la privatisation pose aussi la question où, en fait, met en œuvre cette bancarisation de l'argent public. Parce que là, 11 milliards, par exemple, de traitement de ces fonds-là, de ces comptes-là par les banques, ces 11 milliards sont indexés sur la masse financière qui appartient à l'État. C'est quand même beaucoup. Tout à fait. Ouais. Ali? Bon, je pense qu'à un moment donné, effectivement, dans certains ministères, il y avait des comptes dans les banques. Mais ces comptes avaient été fermés. Parce qu'effectivement, tout le monde sait que quand tu as un compte dans une banque, il y a des frais de gestion de ton compte qu'on te retire. Tout le monde sait ça. Donc si les banques là doivent recevoir de l'argent public pour gérer, mais ces banques vont retirer de l'argent. Ça c'est... Voilà, ça va de soi. Oui, mais l'État a formé son personnel. Voilà, donc l'État a formé un personnel effectivement pour gérer son argent. 11 milliards, ça va je comme ça vois dans pas les pourquoi. Je vois pas pourquoi l'État qui a formé des gens pour gérer son argent va encore remettre l'argent à d'autres personnes pour gérer. Et puis le monsieur a posé un problème de privatisation. On sait très bien comment ça se passe. Prenez les sociétés comme Onatel, Hôtel Indépendance et tout. Mais si vous prenez l'actionnariat de ces trucs, vous allez revoir les gros bonnets de notre pays dans l'actionnariat. Donc c'est eux encore. Donc c'est pour ça le monsieur pose un problème assez intéressant. Mais ceci étant, on n'est pas encore là. Il faut qu'on travaille justement pour dire. Même si on doit plus, voilà, prendre des garde-fous. Apparemment, les syndicats disent qu'il ne faut pas laisser passer cette réforme. C'est leur position. Leur position, oui, c'est leur position. Mais il faut trouver, je termine, il faut trouver une... Parce que le monsieur pose très bien. Il faut qu'on trouve un moyen pour qu'on sorte de ce face-à-face. Parce que le pays, nous sommes en train d'aller vers le mur. Hein. D'accord. Je crois que ce que les syndicalistes demandent, il y a des choses aussi très simples et très claires. Moi, je ne peux pas comprendre que le Trésor public, qui est la banque de l'État, ne puisse pas gérer les comptes des ministères et qu'ils soient obligés d'aller ouvrir un compte dans une autre banque privée. Non, normalement le gouvernement devrait même encourager tous ses fonctionnaires à avoir leur compte dans sa banque à lui. Okay. Et donc je crois que là, ce sont des combats effectivement qu'il faut poser d'une manière très claire pour dire voilà ce que nous proposons. Et quand c'est clair et c'est bien démontré là, je pense que les gens peuvent suivre. D'accord, on va prendre un autre téléspectateur, Zeba Abdul Fattah, qui appelle de Ouaga. Lui aussi veut se prononcer sur la crise des financiers et la Côte d'Ivoire. On ne prend pas deux sujets, mais bon, pour l'exception, on va accepter. Donc, oui, monsieur Fattah. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour à tous les invités. Bonjour. Je voulais me prononcer sur les deux sujets, effectivement. D'accord, allons-y. D'abord, sur le président Ouattara.
D'accord. Je voulais juste demander au président Ouattara de se laisser guider par la sagesse. Puisque on a bien vrai que l'âge ne fait pas forcément la sagesse, mais j'aimerais qu'il se laisse guider par la sagesse. On s'est fait tromper même par l'âge. Ici même, on a vu comment le président Michel Kapando nous a permis, qui avait donné suite au procès entre le gouvernement et l'État et le CDP, qui avait pris parole, qui disait qu'il allait faire respecter la décision, qu'il n'a pas fait. Voilà pourquoi je parle de la sagesse. Là, ce n'est pas forcément la sagesse, mais qu'il se laisse guider par la sagesse s'il veut vraiment la paix pour son pays. Alors, pour les grèves du municipal, il y a du dilatoire quelque part. Voilà une femme qui veut se prendre pour le président Thomas Sankara, mais qui fait le contraire de ce que le président Thomas Sankara a fait. On ne peut pas se permettre de prendre 8 millions, tout prétexte qu'on prenait 8 millions, là où on était. Quand on vient pour servir le peuple, on doit être un serviteur et non se servir. Mais elle n'a pas dit qu'elle est Thomas Sankara. Hein. Elle a seulement cité Thomas Sankara qui a dit, au lieu de servir le champagne à un minimum, il faut l'eau potable pour tout le monde. Ça, c'est tout le monde dit les paroles de Sankara. Mais elle n'a pas dit qu'elle est Sankara. Elle n'a pas dit ça, mais elle se compare au président Thomas Sankara. Elle veut dire qu'elle veut, elle aussi, elle veut servir de l'eau potable à tout le monde, que de servir du vin. Mais on ne peut pas se servir du vin et vouloir que les autres boivent de l'eau potable. C'est ça le problème. On ne peut pas aussi se permettre de circuler dans le véhicule luxueux et vouloir prendre l'exemple sur le président Sankara. C'est de l'hypocrisie, c'est de la manipulation. Ils manipulent les commerçants à sortir, les soi-disant commerçants. Parce que ceux qui sont sortis, la plupart, je les connais très bien. Je sais de quoi je parle. C'est des soi-disant commerçants, et mais vous avez vu leur masse. Ça n'a pas été. Il va falloir que le gouvernement cesse du dilatoire. D'accord. Et le problème réel est tout public. Quand on dit qu'on ne veut pas se servir, on ne veut pas prendre l'argent du contribuable pour payer les fonctionnaires, c'est du dilatoire. Qui nous donne le pouvoir judiciaire, la présidence, l'Assemblée nationale, qui nous donne combien ces institutions-là coûtent aux contribuables avant de distraire le peuple? Monter les gens contre les autres. Merci. Des autorités. Monsieur Zeba. C'est inadmissible. Merci bien. Merci, on vous a compris. Alors, on va revenir sur ce plateau. C'est Bintou qui avait la parole. On a les deux cas, la privatisation de la DGI qui ressort en fait comme un nœud gordien de ce problème. Et bon, monsieur Zeba a fait des commentaires sur le sujet. Autant je dis qu'il ne faut pas que le gouvernement se substitue au privé, autant je trouve que c'est très maladroit de privatiser une institution comme la collecte des impôts. Pourquoi ne pas transformer le Trésor en banque régulière comme C'est une banque. C'est déjà une banque. Mais maintenant, ça émet des chèques. Ça émet des chèques, mais c'est pourquoi on est obligé d'aller payer en cash dans les services d'impôts et ainsi de suite. Il faut qu'ils mettent un système qui permette aux payeurs d'impôts d'avoir accès directement à ce service. Même tu vas au Trésor, tout est fait en liquidité. Il faut arrêter ça. Qu'est-ce que l'État paye et qu'est-ce que l'État perd en ayant un tel système en place? Si c'est ce que j'ai dit, si moi on me donne ces chiffres, et par rapport à ce qu'ils perdent comme 1 milliard, 11 milliards, 11 milliards, en ce moment le débat est autre. Donc pour moi, il faut qu'ils rendent le processus du Trésor là accessible à tout le monde et dématérialisé, qui permettent de recouvrer de manière utile pour tout le monde. Et pour ce que le gars a dit, pour moi, je ne veux pas faire de procès d'intention aux individus et à qui que ce soit. Il y a des systèmes dans notre pays qui ne marchent plus pour le bien-être de la grande majorité. La dame a mis le doigt dessus. Et ces réformes-là peuvent l'emporter elles aussi. Et c'est ce que je trouve courageux dans son geste. Et maintenant que chacun mette de l'eau dans son vin et qu'on fasse, on voit le bien-être du pays que, j'ai dit encore, dans les assiettes individuelles. Je peux juste, pour donner quelques éléments d'informations sur le fait qu'on ouvre des comptes dans les banques privées. C'était pour résoudre un problème. C'est parti des insuffisances même du Trésor. Et je me rappelle que c'est sous la transition et qu'il y a des comment dirais-je, des opérateurs économiques qui n'arrivaient pas à payer parce que parfois... Mais ces comptes avaient été fermés et ils sont encore... Oui, mais c'est pour donc résoudre ce problème, permettre à tout le monde d'aller... la fluidité en fait des dépôts. Mais dématérialiser. Et ça coûte même aux entreprises parce que quand c'est des chèques certifiés et qui dit chèque certifié, ça occasionne des frais. Donc, je pense que c'était pour résoudre ce problème-là qui... D'accord. Alors, il y a un téléspectateur, on a Amadou Yameuro,
qui veut parler de la mise en retraite d'office des magistrats. Monsieur Yamero, bonjour. Oui, bonjour Monsieur Lukman. Bonjour. Oui, et votre émission. Elle se porte bien, vous nous voyez. Ok, il n'y a pas de souci. Voilà, sinon, je voulais un peu aborder l'aspect des magistrats évoqués là. D'accord. Voilà, en fait, selon moi, au-delà de l'aspect procédural, bon, on nous dira que nous sommes dans un état de droit où, effectivement, on doit respecter les procédures, ainsi de suite, ainsi de suite. Bon, moi, je pense que lui ne peut se prévaloir de sa propre structure, puisque vous avez évoqué le cas des magistrats qu'on a convoqués, qui ne sont pas allés. Moi, je pense que, bon, c'est des faits qui montrent que, voilà, quelque part, les gens pensent qu'ils sont au-dessus de la loi. Et l'autre aspect aussi que je voulais peut-être évoquer, c'est l'exemple que ça donne. Voilà, l'exemple que ça donne. Et je ne sais pas, mais je pense qu'il n'y a jamais eu ce cas de figure dans l'histoire du pouvoir judiciaire. Donc moi, je pense que la portée, c'est quoi? Ça va permettre à tout un chacun de savoir que, voilà, même si, effectivement, nul n'est au-dessus, voilà, nul n'est au-dessus de la loi, et que s'il y a des faits, qui sont avérés, des faits délictuels, ainsi de suite, voilà, chacun peut être passible de sanctions, et les juges, les magistrats ne sont pas exempts. Monsieur Yamero, oui. Est-ce que ce que vous êtes en train de dire n'a pas de conséquences aussi pour ceux qui ont jugé, parce qu'eux aussi, ils sont frappés des mesures de récusation, etc., qui sont aussi des faits tangibles. Pourquoi est-ce que ça n'a pas été, peut-être dans ce cas-là aussi, voilà, pourquoi ça n'a pas servi? Il y a eu des décisions, ils ont été récusés parce qu'ils ont connu d'abord le dossier en tant qu'enquêteur, ils le reconnaissent encore en tant que juge, et que là aussi, la procédure est claire. Bon, c'est ce que j'ai dit. Bon, ça c'est des aspects un peu techniques. D'accord. On ne va pas rentrer dedans. Voilà. Merci bien, M. Yamero. Oui. Merci. Bon, ça peut se comprendre. Mais au-delà, peut-être la question qu'on peut se poser, est-ce que réellement ces gens-là ont commis ces faits? Si réellement ces gens-là ont commis ces faits-là, bon, moi je pense que si c'est clair, chacun doit assumer. Donc bon, merci. Selon moi, ces aspects de procédure, le citoyen lambda, bon, voilà, c'est difficile. Et l'exemple qu'a posé ce conseil-là, c'est un très bon exemple. Merci, voilà, M. Yamero. Ça va dire à tout magistrat, à tout juge, que si tu vas pas effectivement dans l'esprit de la loi, tu es passible aussi. Toi aussi tu es passible des sanctions. Merci, M. Yamero, on vous a compris. Merci pour votre participation. Okay, merci bien. Oui, André Génie. Non, je voulais dire, vous savez, dans l'esprit démocratique et l'état de droit, c'est les règles et le respect des règles. Quand vous n'êtes pas d'accord avec une règle, vous la respectez quand même et vous vous battez pour qu'on la change. Mais vous ne pouvez pas dire que je ne suis pas d'accord et que je ne la respecte pas. Malheureusement, au Burkina, ici aujourd'hui, si vous prenez notre environnement, c'est que chacun se lève, il dit, moi je ne suis pas d'accord avec la règle, je crée ma propre règle et je suis ma propre règle. On peut pas faire comme ça. Vous savez, ce qui va poser problème avec cette affaire de mise à la retraite d'office là, c'est que ceux qui ne sont pas allés recusent ceux qui veulent les juger. Or, la règle de droit dit, une fois que vous voulez connaître d'une affaire et qu'on vous récuse, vous réglez le problème de la récusation avant de passer au jugement. Or là, ils sont passés outre et ils ont jugé les gens. C'est pourquoi, encore une fois, j'ai dit, le film va être intéressant. D'accord. Alors, il y a un aspect sur les réformes du monde des finances là. C'est comment on appelle ça, le contrôle financier dont on n'a pas suffisamment parlé. Le contrôle, c'est a priori, donc voilà, c'est un mécanisme aussi qui veille à la transparence, à la bonne gestion. Aujourd'hui, on supprime ça et ce sera maintenant la SE qui va venir après faire des rapports. C'est ce que ça veut dire, ou bien? De toute façon, ceux qui sont à la fonction publique savent que quand il y a une mission, le contrôleur financier, une mission, en tout cas quand on sort de l'argent, pour quoi que ce soit, le contrôleur financier vient d'abord regarder la régularité de ça. Est-ce que cet argent que vous sortez là, c'est conforme? Est-ce que le chapitre dans lequel vous enlevez l'argent, c'est ça? Parce que si l'argent est disponible pour payer des voitures, vous ne prenez pas cet argent pour voyager. Ça s'appelle du détournement. Voilà. Mais donc alors, le contrôleur financier, si on enlève ce verrou, si on saute ce verrou,
bon, ça permet aux gens qui gèrent les deniers publics de manipuler l'argent comme ils veulent. Et puis, comme vous le dites si bien, à la fin du film, la SE va venir dire ceci, cela. Bon, ce n'est que des rapports que la SE donne. La SE n'a pas un pouvoir de poursuite sur les gens. Donc, c'est encore... La SE a un pouvoir de poursuite maintenant, mais seulement c'est que la SE n'exerce pas son pouvoir. Voilà, c'est ceux qui ont pris la décision de supprimer le contrôle financier. C'est à eux on va remettre le document. Bon, ils vont s'asseoir sur ça. Je ne crois pas que ce point de revendication ne peut pas tenir parce qu'on ne voit pas objectivement les raisons. Parce que le contrôle se fait en amont et en aval. Oui. Maintenant, quel argument ils ont pour justifier donc... Non, je pense que c'était motivé par le fait qu'il y a un peu de lenteur. Non, mais s'il y a des lenteurs, ça veut dire qu'il y a des dysfonctionnements qu'il faut... Voilà, il faut revoir. Et même là, pour les lenteurs, il semble que pour les lenteurs, parce qu'avant, les contrôleurs financiers ils pouvaient s'asseoir sur les dossiers, ça dure, et donc on est en retard sur les délais. Mais maintenant, il y a une disposition qui fait qu'il y a un délai. Dans lequel délai, s'il ne réagit pas, voilà, on peut passer outre. Alors, donc, on va prendre le quatrième téléspectateur, M. Seydou Ouedraogo, qui appelle de Ouaga, encore la crise des financiers. Bonjour, M. Ouedraogo. Oui, bonjour, M. Lukman. Je voulais intervenir effectivement sur la crise au ministère de l'économie et des finances. D'accord. Il y a quelques exemples que je vais donner. Vous savez, bon, par rapport au non-respect du décret que vous avez cité, moi je vais donner... Le décret portant sur les rémunérations là. Voilà, des ministres. Du Premier ministre, du président d'institution, des membres du gouvernement, oui. Voilà. Quand on prend le cas de nos footballeurs qui reviennent, c'est-à-dire qui quittent leur club et qui viennent jouer, porter les couleurs de la nation, oui. Je pense qu'ils ne se font pas rémunérer à la hauteur de ce qu'ils gagnent dans leur club. D'accord. Si tel était le cas, ça allait être difficile qu'on puisse réunir un tel nombre de joueurs internationaux dans en fait, pour défendre les couleurs de notre pays. Donc ça, c'est un exemple que je donne. Ensuite, vous savez, pour moi, quand on veut, quand on est en train d'indexer quelqu'un parce qu'il y a la paille dans ses yeux, bon, il faut prendre le soin aussi d'enlever la poutre dans les siens, quoi. Pour dire que le fait que Madame le ministre ait dénoncé à l'Assemblée nationale, au su de tout le monde, en fait, le traitement, partie du traitement des agents du ministère de l'économie et des finances, ça posait un problème de réserve. Lui-même, elle a un devoir de réserve. Mais bon, je considère elle a violé la réserve alors? Oui, elle ne s'est pas fiée à cette réserve-là. Elle a jeté les agents de son ministère en pâture. Bon, ça c'est un cas. Et maintenant, prenant la citation de Thomas Sankara, vous voyez, moi je pense que c'est ça qui a fait, c'est une sorte de couteau qui a débordé le vase, quoi. D'accord. Finalement, les syndicalistes se sont sentis dans leur devoir de... Merci. Je pense que voilà pourquoi ils ont dû donner... Merci, monsieur Ouedraogo. On a entendu dire aussi qu'elle a traité les financiers de terroristes. De terroristes. Merci à vous. Non, c'était juste pour... voilà. Alors, on va donc... il nous reste quelques 3 minutes. Je ne sais pas si on peut encore prendre... Il y a monsieur Adama Ouamba de Banfora. Est-ce qu'on peut prendre monsieur de Banfora quand même qui appelle de très loin? Alors, vous êtes... voilà. Non, et monsieur... Non, moi je voulais dire... Monsieur Ouamba n'est pas joignable. Ce qui est terrible dans notre pays, c'est que des salaires de la fonction publique soient l'objet de secrets. Je ne sais pas. D'accord. En tout cas, surtout que maintenant, pour entrer en fonction, les autorités, pour entrer en fonction, doivent faire la déclaration de leurs biens et tout ça. Donc, et puis, bon, les salaires sont connus. Il y a un décret. Le décret, il est au journal officiel, donc il n'y a pas de secret à ce niveau-là. En tout cas, on est au thème de l'émission. Donc, c'est vite. Oui. Non, parce que moi, je voulais dire simplement que le drame des réformes... Alors, il y a un téléspectateur. C'est peut-être celui de Banfora. Adama Rwamba. Oui, vous avez 30 secondes, très rapidement. D'accord. Merci. Allez-y, oui. Oui. Et
bonjour. Oui, bonjour. Oui, moi je voudrais intervenir par rapport à la supposée privatisation de la TGI. Oui, d'accord. Alors, je voudrais dire que moi j'approuve cela. D'accord. Que quand on regarde, l'exemple c'est les chaînes de télé, hein. Quand on regarde les chaînes de télé privées et publiques là, on voit déjà la différence. Avec les autres télés? Oui, les chaînes de télé privées et la télévision nationale, on voit déjà la différence. Donc je suppose que si on veut bien faire, on a qu'à aller dans ce sens-là. D'accord. Donc vous estimez que le privé est plus performant que le public et donc il faut aller... Mais là, il est question d'argent quand même, hein, c'est l'argent public. Est-ce que vous pensez que si une entreprise, une société, j'allais dire italienne, vient faire le recouvrement et puis bon, retourne avec ses bénéfices dans son pays, sur notre argent? Oui. C'est caricaturé. Hein. Merci. Merci, monsieur Rwamba. Vous avez appelé des Bafouras. Merci d'avoir participé. J'ai un autre élément. Merci à vous. Merci. À la prochaine. On va dire merci aussi sur ce plateau-là, à vous qui êtes venus sur ce plateau pour participer à cette émission. Donc, je rappelle que j'étais avec Évariste Concebo, il est chroniqueur média. Il est le président de l'association Le Cercle d'éveil, qui est une association de défense des droits de l'homme, également directeur de publication du journal Cercle d'éveil appartenant à cette association. Et puis, André-Eugène Ilboudo, directeur de la radio des écoles. Merci André-Eugène Ilboudo d'être passé. Et puis, Mamadou Ali Kompaoré, il est journaliste à la RTB Télévision Nationale, ancien présentateur du journal. Merci d'être venu. Et puis, Bintou Diallo, elle est consultante associée à Tal Média, qui est une maison de conseil et de communication. Merci à vous d'être venus. On remercie aussi nos téléspectateurs, ceux qui ont appelé, ceux qui n'ont pas pu nous appeler. En tout cas, on se donne rendez-vous dans 15 jours pour un autre numéro interactif avec vous. J'étais donc accompagné de l'équipe technique, réalisateur Jonathan Ilboudo, accompagné donc de Toé Stéphanie, Salomon Ouedraogo, Francis Traoré et tous les autres. On s'est dit au revoir à la semaine prochaine si Dieu le veut.